Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2024. Je suis Martha Rimbaud, manager au service recouvrement de la ligne des employeurs et administration et collectivités territoriales à l'URSSAF Centre Val-de-Loire et je suis accompagnée pour ce webinaire de Thierry Horold de la GFIP. Bonjour à tous, merci Martha, je suis Thierry Horold, chargé d'études et développement à la GFIP en région Centre-Val de Loire. Et bienvenue sur ce webinaire sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Nous serons également assistés tout au long de ce webinaire par deux modératrices, en la personne de Marie-Dominique Bouvier de l'URSSAF et Sandrine Fautia-Marez de la GFIP. Elles répondront à toutes vos questions que vous voudrez bien poser dans le chat qui est mis à votre disposition. À noter qu'elles ne répondront qu'à des questions générales. Toutes les demandes individuelles ne seront pas prises en compte lors de ce webinaire. Vous pourrez néanmoins les poser sur votre compte en ligne en vous connectant sur ursaf.fr. Également, les questions qui n'auront pas pu être répondues seront mises dans une foire aux questions qui sera mise à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Également, je vous précise que ce webinaire est enregistré. Un replay sera mis à disposition avec le lien qui a été donné dans l'invitation pour participer à ce webinaire. Et également, un questionnaire de satisfaction sera mis à disposition. En ce qui concerne le sommaire de ce webinaire, nous allons déjà voir qui est concerné par la déclaration annuelle liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ensuite, nous verrons comment préparer sa déclaration annuelle. Nous vous présenterons le simulateur qui est mis à disposition sur le site de la GFIP et nous verrons ensuite un focus sur les accords agréés et nous procéderons ensuite à notre séquence de questions-réponses. Alors, qui est concerné par la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés? Toutes les entreprises sont concernées avec deux niveaux. Le premier niveau, c'est la déclaration du statut de travailleur handicapé. Donc, l'obligation porte sur toutes les entreprises de plus ou moins 20 salariés pour déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi interne, salariés et stagiaires, à la rubrique 72 du bloc contrat 40. Pour les entreprises utilisatrices, c'est bénéficiaires de l'obligation d'emploi externe avec la déclaration annuelle du bloc complément OETH, bloc 13, selon les codifications suivantes, donc intérimaires, salariés d'un groupe d'employeurs mis à disposition, stagiaires n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration nominative au préalable, salariés d'une association intermédiaire mis à disposition, salariés d'une agence de maintien mis à disposition ou salariés d'une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition lorsque l'ensemble des salariés répondent aux critères de bénéficiaires d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. La période d'emploi de ces effectifs est à préciser à la rubrique millésime de rattachement S21 G0013004. Elle doit correspondre à l'année de référence N. Donc pour la déclaration 2024, le millésime à renseigner est 2023. Qui est concerné par la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés? Donc la deuxième étape, la déclaration annuelle de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Cette déclaration est obligatoire même si vous avez atteint le taux de 6% de bénéficiaires internes ou externes. Également si vous êtes en période exonératoire, afin de déclarer les déductions et ou éventuels accords agréés. A noter que seul dans le cas d'un accord agréé, un montant de contribution à 0 € est à déclarer dans le bloc 23 et le bloc 82, rubrique 68, contribution ETH réellement due. Qui est concerné par la contribution d'OTH? Donc, toutes les entreprises de 20 salariés plus, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du CIRAN, sont concernées. Cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés est à faire, cette déclaration est à faire, si le taux de 6% n'est pas atteint. La déclaration doit être faite pour l'ensemble des établissements et une seule fois. Donc la DSN peut être portée par un SIRET d'un établissement secondaire. Il ne s'agit pas nécessairement du SIRET du siège. Et enfin, vous allez donc déclarer en 2024 le millésime 2023, puisque vous allez bien déclarer la contribution DOTH 2023
qui est à déclarer et à régler en 2024. Pour le calendrier, la DOTH est à déclarer donc sur la DSN d'avril, c'est-à-dire pour cette année le 6 mai 2024 pour les entreprises de 50 salariés et plus, ou au 15 mai 2024 pour les autres entreprises. Elle sera également accompagnée du paiement associé de la contribution. En ce qui concerne les situations de dispense de déclaration, les entreprises qui cumulent les situations suivantes, donc d'abord un taux d'emploi de travailleurs handicapés de 6% atteint avec les BOTH internes déclarés mensuellement, en tenant compte bien sûr du coefficient de 1,5 appliqué aux effectifs BOTH âgés de 50 ans et plus, et également n'avoir souscrit aucun accord agréé, n'avoir employé aucun BOTH externe, ni ne pouvoir bénéficier de déductions. Donc, les entreprises qui n'ont pas de contribution à verser. Donc, si votre entreprise a atteint le taux d'emploi de 6% en tenant compte des BOTH internes et externes, ou si elle est sous accord agréé, ou encore si elle est dans une situation dont la déclaration des déductions réduit au point d'annuler le montant de la contribution, c'est le cas de la déduction ECAP, car cette dernière n'est pas plafonnée, donc elle peut venir annuler le montant de la contribution, et enfin ne pas être en période exonératoire. Donc, en ce qui concerne cette période exonératoire, c'est ce qu'on appelle la loi Pacte. L'entreprise doit franchir le seuil de 20 salariés pendant 5 années consécutives pour être assujettie à la OTH. Si lors de ce délai, l'entreprise redescend en dessous du seuil des 20 salariés, il est donc interrompu. Par contre, à noter que si elle franchit à nouveau le seuil des 20 salariés, le délai d'exonération repart pour 5 années consécutives. Comment préparer sa déclaration? Donc vous devez rassembler différents éléments. Le premier, ça va être les attestations de sous-traitance. Ces dernières sont remises par les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Les attestations d'emploi d'intérimaires. Si l'entreprise fait appel à des intérimaires et que ceux-ci sont des travailleurs en situation de handicap, alors l'entreprise d'intérim ou les entreprises adaptées de travail temporaire ou également les groupements d'employeurs remettent une attestation pour cette déclaration. Vous devez également rassembler l'accord agréé en faveur du handicap s'il a été mis en place ainsi que le numéro de cet accord. Si vous ne trouvez pas ce numéro en interne, vous pouvez vous rapprocher de l'adresse qui a agréé votre accord. Et vous devez également rassembler le montant de la contribution de l'année payée en N-1, c'est-à-dire sur l'année 2022. En mars 2024, l'URSSAF a notifié aux entreprises des effectifs d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour l'année 2023. Ces effectifs sont disponibles sur votre compte en ligne ursaf.fr. Les effectifs d'assujettissement sont disponibles. Donc ces effectifs sont calculés sur l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de votre entreprise, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés permanents de celle-ci. Sur cette notification, vous avez également les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs internes en situation de handicap. Vous avez également les effectifs des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, ce dont parlait Martha tout à l'heure, les ECAP, et le nombre de travailleurs handicapés à employer dans l'entreprise, qui correspond à 6% de l'effectif d'assujettissement arrondi à l'entier inférieur. Les effectifs bénéficiaires de l'obligation d'emploi interne notifiés par l'URSSAF intègrent la majoration de 1,5 concernant les personnes de plus de 50 ans, enfin de 50 ans et plus. Alors pour rappel, l'effectif OTH que l'URSSAF vous a notifié pour l'année 2023, elle prend cette année, c'est une nouveauté, elle prend en compte les blocs changements effectués jusqu'au 5 et 15 février 2024. Alors certaines entreprises se sont vues notifier des effectifs avec une baisse anormale de l'ordre de 30%. Cette erreur va être rectifiée, donc voilà, c'est en cours avec les éditeurs. L'URSSAF vous invite donc à utiliser l'effectif que vous avez calculé si des régularisations ont été effectuées postérieurement au décompte qui a été pris en compte. Pour d'autres sujets concernant la divergence de calcul d'effectifs, nous vous invitons
à contacter votre URSSAF depuis votre espace en ligne en joignant les éléments justifiant votre calcul. Donc les éléments justifiant votre calcul, ça va être en fonction de l'effectif que vous souhaitez recalculer, des éléments du contrat, c'est-à-dire l'identité des salariés, les dates de début et éventuelle fin de contrat, leur quantité de travail de ces contrats, de manière à ce qu'on puisse vérifier vos calculs. Sur l'espace en ligne, à partir de la page effectif qui est accessible par l'onglet Compte, ensuite vous allez dans Embauche, ensuite Effectifs, vous pouvez visualiser tous les effectifs relatifs à la DOTH et également les autres effectifs qui sont calculés par l'URSSAF. Alors, je vais vous présenter maintenant le simulateur de la contribution AGFIP. Alors attention, la déclaration sociale nominative n'est pas un outil de calcul. Pour vous aider à réaliser vos calculs, l'AGFIP met à votre disposition un simulateur sur la page agfip.fr. Donc sur cet outil, vous allez choisir l'année de déclaration, d'exercice à simuler. Vous avez également à votre disposition un simulateur en version Excel qui vous permet également de faire cette simulation. Avec ce simulateur, vous pouvez entrer l'ensemble des informations pour calculer le montant de votre contribution. Pour prendre un exemple, l'exemple de l'entreprise Au Coin Gourmand. Alors cette entreprise a un effectif d'assujettissement de 120 salariés, elle embauche un chauffeur-livreur qui fait partie des listes des métiers ECAP, elle a un salarié en temps plein en situation de handicap de moins de 50 ans, un salarié en situation de handicap de plus de 50 ans mais travaillant à temps partiel à 80%, et enfin un salarié travailleur handicapé externe de moins de 50 ans en temps partiel à 50% sous un statut intérimaire. En parallèle, cette entreprise a également fait l'achat de prestations ménage auprès d'un ESAT pour un montant de 5 000 € en 2023. La prise en compte de cette somme correspond à 30% de la main-d'œuvre, c'est-à-dire 1 500 €. Les dépenses pour participation à un forum d'emploi de travailleurs en situation de handicap sont des frais d'inscription de 200 € en 2023. Et l'entreprise informe avoir réglé une contribution de 3 000 € sur le montant dû pour la contribution 2022. Vous avez ici une vue du simulateur. Dans ce simulateur, vous avez une première partie qui va correspondre au calcul de l'effectif moyen annuel de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc vous voyez sur le pavé en haut à gauche le nombre correspondant de 120 correspondant à l'effectif d'assujettissement, et à droite vous avez un objectif d'emploi de travailleurs handicapés de 7 ETP correspondant à 6% arrondi à la décimale inférieure sur la base des 120. Sur cet onglet, vous avez remarqué également que vous notez les personnes en situation de handicap présentes dans l'entreprise, suivant leurs différentes situations. Ce qui vous donne tout en bas le taux d'emploi direct de l'entreprise, à savoir 2,25%. Ces premiers éléments vont vous permettre d'aller sur le calcul de la contribution brute et la saisie des déductions auxquelles votre entreprise a droit. Vous allez déjà renseigner l'information de savoir si votre entreprise a signé ou est couverte par un accord agréé. Donc là, c'est oui ou non. Vous allez également déterminer le coefficient de l'entreprise, donc en répondant à ces deux questions. Donc, avez-vous accueilli des personnes en situation de handicap au cours des 4 dernières années? Oui ou non. Et est-ce que votre entreprise a eu recours à des montants de prestations de sous-traitance du service du secteur de travail protégé et adapté au cours des 4 dernières années pour un montant au moins égal à 600 fois le SMIC horaire? Et auquel cas vous notez le montant. Ça vous donne donc sur la droite le nombre de bénéficiaires d'obligations d'emploi manquants par rapport à l'objectif de 7 initial, et ça vous donne également le calcul du coefficient à laquelle va être soumis votre entreprise. En dessous, vous voyez sur le dernier pavé la contribution brute avant déduction qui correspond du montant à déclarer en DSN, c'est-à-dire 19 814 €.
Sur cette vue-là, vous allez déclarer les déductions qui vont venir se défalquer de ce montant brut. Donc vous avez, en reprenant l'exemple initial, hein, l'effectif moyen annuel de personnes relevant d'un ECAP, donc vous retrouvez le 1. Le montant de sous-traitance qui a été déclaré, c'est-à-dire 1 500 €, qui correspondait à 30% des 5 000 €. Vous avez également les 200 € correspondant aux dépenses déductibles liées à la participation à des événements. C'était le forum d'emploi pour des travailleurs en situation de handicap. Et du coup, sur la droite, vous voyez l'impact de ces actions en déduction du montant de la contribution brute, c'est-à-dire le montant de déduction lié aux ECAP, le montant de déduction lié à la sous-traitance et celui lié à participation au forum, ce qui vous donne le montant de contribution à déclarer en DSN de 17 918 €. Sur ce... Alors, je vais laisser la main à Martha. Oui, donc là, sur la dernière slide, par rapport à ce simulateur, on arrive donc à un montant net avant écrêtement, donc après déduction, hein, de 17 918 €. Et on a également un montant net après écrêtement, hein, après avoir déduit ce montant de cet écrêtement. Pour le calcul de l'écrêtement, on y reviendra tout à l'heure, hein, puisqu'on a un exemple à vous illustrer et également vous expliquer le calcul de l'écrêtement. Donc, en bas d'écran, vous voyez donc le montant qui est à déclarer en DSN. Donc, ces différents montants qui ont permis de calculer le montant net à déclarer sont reportés dans un fichier Excel qui est mis à votre disposition par la GFIP. Alors, pour l'instant, pour l'année 2023, il n'est pas encore mis à disposition, mais il le sera dans quelques jours, en tout cas d'ici l'échéance des 5 et 15 mai. Donc, dans ce tableau Excel, vous allez retrouver les différentes rubriques qui sont mobilisées pour la déclaration de la DOTH. Donc, on retrouve ici le bloc 13 hein, qui permet de déclarer les BOTH externes. On y déclare la nature du BOTH externe employé, donc dans notre cas, un intérimaire. On retrouve également la déduction ECAP calculée qui est à déclarer dans le bloc 82 à la rubrique avec une valeur 60. Également, les différentes déductions en termes de sous-traitance ou de dépenses déductibles qui sont également à déclarer dans ce bloc 82 à des rubriques dédiées. Également, nous avons le montant de la contribution brute que nous avons calculé en fonction des BOTH manquants par application du coefficient multiplicateur en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, ce montant brut est également à déclarer à la rubrique 65 du bloc 82. On a également la contribution nette avant écrêtement, donc après déduction, qui est à déclarer à la rubrique 66. La contribution nette après écrêtement à la rubrique 67. Et enfin, la contribution due, donc à régler, à la rubrique 68. Ce montant de contribution due est à reporter également au niveau du bloc 23, donc en données agrégées, et il va correspondre au montant à régler avec votre DSN du mois d'avril. Donc le code type de personnel lié est le code type 730. Donc pour reprendre les différentes étapes du calcul, on va déjà voir la première étape hein, qui est le calcul de la contribution brute. Donc le calcul, il est fait ainsi. On va partir du nombre de bénéficiaires à employer. Donc pour cela, vous appliquez 6% de l'effectif d'assujettissement arrondi à l'entier inférieur. Hein. On arrondit bien toujours à l'entier inférieur, duquel on va déduire le nombre de bénéficiaires employés, ce qui va nous donner un nombre de bénéficiaires manquants. Ce nombre de bénéficiaires manquants, on va le multiplier par un barème hein, qui va être différent en fonction de la taille de votre entreprise, auquel on va multiplier par le SMIC horaire brut de l'année. Donc le SMIC horaire brut à prendre en compte cette année, enfin en tout cas pour 2023, il est de 11,52. À noter qu'on prend en compte toujours le dernier SMIC en vigueur dans l'année, puisque le SMIC change parfois plusieurs fois dans l'année. On ne va retenir que le SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement. Également, ce coefficient multiplicateur, il est valorisé, enfin il est survalorisé, on va dire, à 1500.
si pendant 4 années consécutives, vous n'avez fait aucune action en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Mais ça, on y reviendra également tout à l'heure de manière un peu plus précise. Donc, ce calcul nous donne le montant de la contribution brute, hein, donc avant toute déduction, et donc il est bien à déclarer dans la DSN au niveau du bloc 82 à la rubrique 0,65. Alors, comme l'a dit Martin, on va faire un zoom sur la surcontribution. Donc, pour éviter la surcontribution avec l'application du coefficient de 1500 fois le SMIC, l'employeur doit, au cours des 4 années, c'est-à-dire les 3 années précédentes plus l'année de référence, avoir rempli l'une des conditions suivantes. Employer au moins un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc salarié, intérimaire, stagiaire ou mis à disposition. Accueillir un stagiaire, y compris les périodes de mise en situation au milieu professionnel. Passer un ou plusieurs contrats de sous-traitance auprès du secteur protégé adapté ou travailleurs indépendants handicapés ou portage salarial pour l'achat de produits, de prestations, de mise à disposition de personnel pour un montant minimum hors taxe cumulé sur 4 ans concernant la part de main-d'œuvre uniquement des factures payées de 600 fois le SMIC horaire brut. Appliquer un accord agréé est aussi une solution pour la surcontribution. Petit focus sur peut-être un sujet d'actualité, notamment le fait de recevoir des propositions d'entreprises vous proposant de signer très rapidement des contrats de sous-traitance pour des montants de 600 fois le SMIC horaire. Soyez assez vigilants, vérifiez qu'il ne s'agit pas de démarches frauduleuses. N'hésitez pas à revenir vers l'URSSAF ou vers la GFIP pour vous assurer avant votre engagement que tout ça correspond bien à une réalité. Sachez également que ni l'URSSAF ni la GFIP ne communiquent les données de vos déclarations, ce qui veut dire que quand on vous prétend être en risque de surcontribution, c'est basé sur rien puisque nous ne communiquons aucune de vos données. Le montant de la surcontribution, donc pour vous donner un petit exemple, c'est 1500 fois le SMIC horaire brut par le nombre de bénéficiaires manquants. Donc sur une entreprise par exemple, sur une entreprise de 50 salariés, sans aucune action positive depuis 2020, avec un objectif de 2 personnes en situation de handicap, le calcul serait de 1500 fois 11,52 fois 2, ça fait 34 560 €. Les déductions qui viennent également s'appliquer sur le montant de la contribution brute. Donc la contribution d'une entreprise, elle peut être réduite par 3 types de déductions. La déduction en lien avec les effectifs ECAP de l'entreprise. La liste des ECAP vous est rappelée dans le lien qui vous sera communiqué dans le support. Cette déduction, elle s'applique sur ce mode de calcul, donc c'est 17 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par le nombre de salariés ECAP qui vous ont été d'ailleurs notifiés dans votre compte URSSAF. Déduction résultante de passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services passés avec le secteur adapté. Sur cette fourniture de prestations, donc on retient 30% du montant hors taxe de la main-d'œuvre des achats réalisés auprès des entreprises adaptées, des ESA, des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, lorsque les salariés sont soumis à l'obligation d'emploi. Le montant de la déduction est plafonné en fonction de votre taux d'emploi de travailleurs handicapés réellement présent dans votre entreprise. Plus vous avez un taux direct d'emploi de personnes handicapées élevé, plus vous allez pouvoir déduire les actions que vous réalisez auprès du secteur protégé. Donc on vous rappelle que vous pouvez déduire jusqu'à 50% de la contribution annuelle brute si vous avez un taux d'emploi inférieur à 3%. Et ça peut monter jusqu'à 75% de la contribution annuelle brute si votre taux est égal ou supérieur à 3%. Les dépenses déductibles supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien d'emploi des travailleurs handicapés. Vous avez également le montant des déductions est plafonné à 10% du montant de la contribution annuelle brute. Il y a 6 dépenses déductibles, dont 3 provisoires, pour lesquelles le montant hors taxe doit être déclaré.
vous avez trois dépenses de déduction pérennes. La réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre vos locaux accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le maintien dans l'emploi dans l'entreprise et la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en place de moyens humains, techniques ou organisationnels en compensation de la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà financées par un autre organisme tel que la GFIP. Les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi aux actions de sensibilisation, de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a également trois dépenses déductibles provisoires jusqu'au 31 décembre 2024, qui sont la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, la signature de partenariats par voie de convention ou d'adhésion avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, et les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants, des travailleurs des entreprises adaptées, ESAT et TIH, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces secteurs. Donc pour reprendre la nouvelle étape du calcul de cette contribution des OTH, nous avons donc calculé tout à l'heure la contribution brute. Vous allez donc déduire toutes les déductions qui sont liées au contrat conclu auprès des entreprises adaptées, ESAT, travailleurs indépendants handicapés ou entreprises de portage salarial. Également les dépenses déductibles dont vient vous parler Thierry, et également les ECAP en appliquant la formule qu'on vous a illustré tout à l'heure. Donc, la contribution brute moins toutes ces déductions vous donne le montant de la contribution nette. Contribution nette, c'est-à-dire après déduction et avant écrêtement. Ce montant-là est à déclarer au niveau de votre DSN, au niveau de la rubrique 66, du bloc 82. Pour ce qui est du calcul de l'écrêtement, donc déjà l'écrêtement, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui a été mise en place par rapport à la nouvelle réglementation, donc à titre transitoire entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, le montant de la contribution annuelle OETH fait l'objet d'une modulation. Donc cette mesure, en fait, elle vise à limiter, pour cette période de 5 ans, les éventuelles hausses de la contribution des entreprises qui seraient liées aux nouvelles modalités de calcul de l'OETH. Donc l'écrêtement, il va s'appliquer sur le montant différentiel constaté en cas de hausse. Cette hausse, elle va être calculée donc, entre la contribution nette de l'année N-1, dont l'utilité de l'avoir sous le coude pour rentrer dans le simulateur AGFIP, et la contribution nette de l'année N après déduction, donc avant écrêtement. Donc cet écrêtement, il consiste à déduire la hausse calculée en appliquant une réduction de 66% pour l'année d'emploi 2023, et pour 2024, cette déduction sera ramenée à 50%, et ça sera donc la dernière année d'écrêtement possible. Donc un petit exemple pour vous illustrer ce calcul d'écrêtement. Donc le montant de la contribution de l'année 2022 versant en 2023 était de 3 000 €, pour reprendre l'exemple de Thierry tout à l'heure. Nous avons une contribution pour l'année 2023 nette avant écrêtement, donc après déduction, de 17 918 €. Nous constatons donc une hausse de 14 918 €, puisqu'on vient déduire des 17 918 les 3 000 € de la contribution N-1. Et on va appliquer donc, le pourcentage d'écrêtement pour l'année 2023, donc les 66%. Ce qui nous donne droit donc à un écrêtement de 9 846 € que l'on vient déduire du montant net après déduction, donc les 17 918 moins 9 846, ce qui nous donne donc un montant de contribution nette après écrêtement de 8 072 €, qui est également à déclarer au niveau du bloc 82 à la rubrique 67. Alors, les accords agréés. Vous pouvez mettre en œuvre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par un accord de branche, d'entreprise, de groupe, pour prévoir la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Attention, depuis 2020, cet accord peut être signé pour 3 ans maximum, renouvelable une fois. L'employeur consacre au financement du programme pluriannuel de l'accord un montant moins égal par an à celui qu'il aurait dû verser à l'URSSAF ou à l'MSA au titre de la période correspondant à la durée de l'accord. Le montant minimum du budget de l'accord doit être le suivant: la contribution nette sur la durée de l'accord, auquel on ajoute les déductions des dépenses déductibles sur la durée de l'accord. Les autorités administratives compétentes pour agréer ces accords sont, pour un accord de branche, le ministre chargé de l'emploi, pour un accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise, pour un accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, c'est le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est le signataire. Cet accord agréé doit être mobilisé dans un bloc DSN, donc dans le bloc 13. Le numéro à renseigner dans la déclaration est le numéro d'agrément indiqué dans l'arrêté portant agrément sur l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche. Le référentiel des accords agréés en cours de validité provenant de la Direction générale du travail est mis à disposition par le JIP-MDS, mis à jour annuellement. Donc, pour continuer dans les modalités déclaratives de cet accord agréé, effectivement, il est déclaré au bloc 13 avec le millésime 2023. Également au niveau du bloc 82, vous remarquerez qu'en cas d'accord agréé, le montant net réellement dû est ramené à zéro, puisque à travers l'accord agréé, l'entreprise s'engage à réinvestir le montant qui aurait dû être réglé au titre de la contribution, à le réinvestir au sein de son entreprise. Donc, vous allez bien venir mentionner 0 € à la rubrique 68 du bloc 82 et également au niveau du bloc 23, donc avec le code type de personnel 730, bien déclarer également un montant à 0 au niveau du montant d'assiette. Voyons maintenant la déclaration d'un versement pour les dépenses non réalisées au terme d'un accord agréé. Donc, dans le cas où la direction départementale de l'emploi, du travail et de solidarité, pour ce qui concerne les accords de groupe ou d'entreprise, ou la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour tout ce qui est accord de branche, vous notifie un versement pour des dépenses non réalisées après la fin de la période de validité d'un accord agréé, il conviendra de déclarer ce montant en DSN. Alors, vous aurez un délai de 2 mois suivant la réception de la notification des montants non réalisés, donc 2 mois après la réception de cette notification. Donc, au niveau des modalités déclaratives de ces dépenses non réalisées, elles ont une rubrique spécifique au niveau du bloc 82, qui est la rubrique 069, et vous devrez y indiquer le montant non investi et donc à régler à l'URSSAF. Cette contribution porte un code type de personnel dédié, le code type de personnel 740, et vous l'aurez compris, il est à déclarer le long de l'année. On n'est pas sur une échéance annuelle, puisqu'il est bien à déclarer dans les 2 mois qui suivent la réception de la notification. Donc, lorsque la déclaration de la valeur 069, donc pour les dépenses OETH prévues par l'accord et non réalisées, intervient sur la même période d'emploi que celle de l'exigibilité de la contribution annuelle, donc la période d'avril pour cette année, vous allez bien distinguer les 2 montants. Ils ne devront pas être cumulés. Donc, avec la valeur 0,69, vous allez bien déclarer au bloc 82 le montant qui correspond au montant du reliquat notifié par l'autorité administrative, et à la valeur 68, le montant de la contribution OETH réelle due, qui correspond bien au montant de la contribution relative à l'exercice 2023. Il faudra bien distinguer ces 2 montants. Concernant le contact chez le déclaré pour le suivi des travailleurs handicapés, il existe en DSN une rubrique dédiée. Donc, toutes les entreprises qui ont un effectif supérieur ou égal à 250 salariés ont l'obligation d'avoir un référent handicap. Ce référent handicap doit être déclaré au bloc 7 de la DSN. Donc, ce bloc 7, il est vraiment destiné à communiquer un contact au sein de votre établissement à destination des organismes de protection sociale, administration et services de l'État. Donc, une rubrique est dédiée, elle a un code type 14 qui s'appelle Contact chez le déclaré pour le suivi des travailleurs handicapés.
et il doit correspondre au référent handicap de votre entreprise. En ce qui concerne les erreurs déclaratives en DSN, donc comme toute erreur, bien sûr, elle est régularisable. Donc vous pouvez tout à fait corriger des BOTH externes que vous auriez omis de mentionner au moment de la déclaration, ou des déductions, également déclarer de manière rétroactive un statut de travailleur handicapé, ou encore déclarer un accord agréé que vous n'auriez pas déclaré en première intention, et également apporter des corrections dans votre calcul. Pour cela, deux modes de correction sont mis à disposition, soit en différentiel ou en mode annulaire en place, avec toujours, et c'est important, la même période de rattachement qui correspond à la période initialement déclarée. Les consignes relatives à l'OETH en DSN et toutes les modalités déclaratives et correctrices sont mises à disposition dans le lien qui vous sera mis, qui va vous emmener sur le site Net Entreprise, où des fiches sont particulièrement bien constituées avec des exemples pour la mise à jour de vos données. Alors, si vous avez des questions complémentaires sur la déclaration du statut de travailleur handicapé et les déclarations mensuelles ou annuelles d'emploi des travailleurs handicapés en DSN, si vous avez des questions liées au calcul des effectifs et les franchissements de seuil, des questions sur les déductions appliquées à la contribution, à la période transitoire et aux modalités d'écrêtement de la contribution, ainsi qu'à l'accompagnement des entreprises en difficulté financière, votre interlocuteur privilégié reste l'URSSAF ou la MSA si vous êtes assujetti à la MSA, avec un numéro de téléphone, le 3957, qui vous est refourni sur cette présentation, et le lien vers le site de l'URSSAF. En revanche, si vous souhaitez être informé, orienté, outillé sur l'emploi de personnes handicapées, bénéficier de diagnostics sur vos pratiques RH et sur votre organisation, être conseillé et accompagné dans votre politique d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap, en savoir plus sur les actions réalisées pour répondre à votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés, bénéficier d'aides et de prestations pour vos salariés, participer au réseau des référents handicap, ou bénéficier d'outils de sensibilisation interne. Voilà, dans ces cas-là, vous vous adressez à la GFIP, donc à nouveau le numéro de téléphone. Vous avez également l'adresse mail de la GFIP de la région Centre-Val de Loire. On se tient à votre disposition. Dans ce support, vous retrouverez également le lien vers le guide complet de la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui peut apporter d'autres réponses à celles qu'on aurait pu vous fournir cet après-midi. Vous avez également les fiches consignes sur le portail Net Entreprise dont parlait Martha tout à l'heure, les liens directs vers le simulateur AGFIP, et puis la foire aux questions sur le site AGFIP également, où tout est repris sur les textes réglementaires et les références liées à la déclaration d'emploi. Sur ce même site, vous allez pouvoir trouver des outils pour vous aider à intégrer le handicap dans vos pratiques RH et également dans les achats de sous-traitance, comme on l'a précisé tout à l'heure. N'hésitez pas à aller visiter le site agfip.fr sur l'onglet Employeur, où vous aurez tous les éléments pour mieux répondre à votre obligation d'emploi. Nous vous remercions pour votre attention. Maintenant, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Martha, merci Thierry. Oui, nous avons quelques questions qui sont arrivées. J'ai une première question pour toi Martha. Un salarié reconnu handicapé est parti au courant de l'année. Comment est-il comptabilisé? Alors ce salarié qui a un statut de travailleur handicapé sera valorisé pour les mois au cours duquel son contrat était actif. Donc il sera proratisé par rapport à son temps de présence dans la société et également en fonction de son temps de travail au niveau de son contrat. Merci Martha. Thierry, les conditions pour l'application de la surcontribution changent-ils à compter de 2024? Donc ce sera pour la déclaration 2025. Beaucoup d'interlocuteurs démarcheurs laissent entendre qu'un coefficient de 1500 s'appliquera dans tous les cas. À partir du moment où il y a un démarchage, c'est pas bon signe. Donc non, nous n'avons pas connaissance d'une évolution à date. On vous invite plutôt à prendre contact avec nous ou avec les services de l'URSSAF pour bien voir votre situation individuelle. Merci.
Martha, si un compte URSSAF radié ayant eu une activité de mars 2023 à septembre 2023, faut-il faire la déclaration? C'est dans le cas d'un rachat de magasin. Alors, la règle est la suivante. Si votre compte est radié avant le 31 décembre de l'année d'assujettissement, la contribution n'est pas due. Par contre, si la radiation a lieu entre le 1er janvier et la date d'échéance de la contribution, donc la 5 et 15 avril, effectivement, il faut déclarer la DOTH et il faut le faire dans votre dernière DSN. Voilà. Donc là, en cas de rachat, encore un cas particulier, en cas de rachat, si il y a un changement de SIRET, voilà, cette règle s'applique. Si le SIRET ne change pas, eh bien, voilà, on va appliquer en fait la même règle. J'ai plus les dates en tête, mais le magasin a été racheté Mars à septembre 2023. Mars à septembre 2023. Donc effectivement, la nouvelle contribution sera déclarée avec l'entreprise qui rachète le magasin. D'accord. Une autre question pour toi, Martha. Comment sont pris en compte les salariés en temps partiel thérapeutique? En DSN, ils partent avec un code à temps complet et un bloc temps partiel thérapeutique indiquant la perte de salaire. Ils semblent être pris en compte intégralement par l'URSSAF. Alors oui, effectivement, on va prendre en compte la durée la quantité de travail qui est dans son contrat. Effectivement, si après un retour, après une longue absence, le temps de travail est revu, effectivement, il doit être modifié dans le contrat et après, donc, il sera bien pris en compte en fonction de son temps de travail dans le contrat. Mais effectivement, d'emblée, l'URSSAF le prend en compte avec sa durée de travail initiale avant l'arrêt. Donc, si dans le contrat, il est à temps plein, effectivement, il sera valorisé à 1. Merci, Martha. Une petite question, Thierry. J'ai acheté pour 1 000 € hors taxe de main-d'œuvre en sous-traitance. Pourrais-je tout déduire? Non, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 30% du montant de la main-d'œuvre liée à cet achat. Ça revient régulièrement. Et plafonné à 10% du montant. Voilà. Martha, peut-on comptabiliser un salarié ayant une RQTH alors qu'il a quitté la société en cours d'année? Alors non, ce salarié sera valorisé sur le temps pendant lequel il a été présent dans l'entreprise. Donc on va bien tenir compte de sa date de départ pour proratiser en fonction de son temps de présence. Une autre question pour toi, Martha. Est-il possible de régulariser un salarié déclaré handicapé en 2023 à tort? Si oui, comment? Et doit-on en informer l'URSSAF? Alors oui, effectivement, vous devez, en cas d'erreur déclarative, corriger. Donc là, comme il s'agit du statut de travailleur handicapé qui a été déclaré à tort, il faut effectivement mobiliser un bloc changement contrat de manière à venir corriger cette information, redéclarer le bloc contrat sans la notion de statut de travailleur handicapé au niveau de la rubrique 72 et mobiliser un bloc 41, donc bloc changement, et venir déclarer en fait la date à laquelle ce changement doit avoir lieu. Également mobiliser la rubrique 048 de calcul de profondeur de la paye, enfin recalcul de profondeur de la paye, qui va correspondre au premier jour du mois de ce changement-là, et également mettre en ancien code statut, le statut en fait qui avait été déclaré à tort. Alors comme ça, c'est peut-être pas assez clair, mais il y a une fiche sur Net Entreprise qui vraiment vous donne un exemple d'un travailleur handicapé pour lequel le statut aurait été déclaré à tort ou qui aurait été modifié ou qui n'aurait pas été déclaré. Donc sur le site Net Entreprise, vous retrouvez cette fiche-là avec des exemples et toutes les rubriques dédiées qui sont à corriger. Mais il faut à tout prix effectivement faire cette modification de manière à ce que les calculs soient bons. Merci Martha. Une question, Thierry. J'ai un salarié handicapé qui aura 50 ans cette année. Quand sera appliqué le coefficient de 1,5? En cours d'année ou sur l'année complète de ses 50 ans? Alors, il sera pris en compte sur l'année complète de ses 50 ans. Super. Réponse rapide. Oui, parfait. Une dernière question, Martha. Concernant la prise en compte des bénéficiaires, une personne de l'AGFIP nous a indiqué qu'à partir de cette année, les bénéficiaires en arrêt maladie ne seront plus pris en compte dans l'effectif bénéficiaire. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas exact.
À partir du moment où le contrat est actif, il continue à être valorisé en tant que travailleur handicapé dans l'entreprise, donc il sera pris en compte. Les questions sont pour moi terminées. Alors, il nous reste à vous remercier. Martha et moi vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire cet après-midi et à vos nombreuses questions. Évidemment, nous nous tenons tous les deux à votre disposition pour répondre à vos questions en passant donc par les liens qui vous ont été communiqués. Nous remercions également Sandrine et Marie-Dominique qui ont répondu à vos questions sur le chat. Évidemment, ce webinaire fera l'objet d'un envoi par mail du support ainsi que du questionnaire de satisfaction. Vous aurez également le lien vers le replay qui vous permettra de revoir les réponses à vos questions. Et n'hésitez pas également à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé avec cet email. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.